Très heureux d'être avec vous tous ce soir. C'est un grand plaisir. Je vous promets qu'on vous laissera remettre vos micros tout à l'heure. On est réunis pour un moment exceptionnel de la vie de notre communauté. En effet, cette soirée a commencé en fait dans une rencontre avec Rosine dans un supermarché boulonnais et elle a donné l'idée de cette conférence. Pourquoi? Parce que vous le savez, on a à Boulogne fait beaucoup d'opérations sur Zoom parce qu'on veut absolument maintenir la vie de notre communauté et faire en sorte que nous puissions continuer, comme le veut le slogan maintenant, tous ensemble, chacun chez soi, à vivre la vie de notre communauté. Ce que nous ne pouvons pas faire à la synagogue, dans les espaces communautaires, nous l'avons fait à chaque fois en conférence sur Zoom en permettant à tout le monde de venir et de participer. Ce soir, c'est un moment extraordinaire parce que quand on s'est rencontré avec Rosine, je lui disais, quand on prépare l'avenir, quand on travaille sur l'avenir de la communauté, il faut absolument savoir parler de son passé. Et aujourd'hui, on est, vous le savez tous, en train de construire le centre culturel juif de Boulogne qui ouvrira ses portes dans quelques mois. On doit reprendre les travaux bientôt. Quand on va ouvrir effectivement le centre qui sera l'avenir de la vie juive à Boulogne, parce qu'il y aura une vie juive à Boulogne dans les années à venir, eh bien, il faut savoir se rappeler d'où on vient, se rappeler de l'histoire de Boulogne. Alors, comme moi, je n'ai pas suffisamment de recul, puisque nous sommes arrivés à Boulogne qu'il n'y a que 35 ans, j'ai préféré donner à Rosine la capacité, qui sait raconter les histoires et qui connaît l'histoire, ce qui est très important, la possibilité de nous parler ce soir, de nous parler de l'origine du passé de notre communauté. Je crois que c'est quelque chose de très important. Je ne serai pas plus long. Pour la présenter, pour ceux qui auraient besoin qu'on leur présente Rosine, je vais laisser la parole à Vanessa Eleshevitz et puis après on écoutera ensemble la conférence de Rosine et puis on rallumera les micros à la fin pour que vous puissiez poser des questions, converser, échanger les uns avec les autres. C'est un grand plaisir de vous voir tous. Voilà, la parole est maintenant à Vanessa et à la fin de la soirée, bien entendu, c'est notre rabbin, le rabbin Didier Kassabi, qui clôturera la soirée. Voilà, je disparais et je laisse Vanessa expliquer, présenter Rosine. Merci Robert. Alors bonsoir à toutes et à tous. C'est effectivement un plaisir d'avoir l'occasion de se retrouver autour d'une belle conférence dans le cadre de ce projet important d'ouverture du Centre culturel juif de Boulogne. Alors Séverine m'a demandé effectivement de présenter Rosine Cohen. En même temps, il est vrai, comme vient de le dire Robert, qu'on ne présente plus Rosine Cohen. Alors, si on doit la présenter, comme je vais le faire quand même, ce ne peut être qu'avec affection et d'admiration. Alors, je rappellerai que Rosine est diplômée de l'École nationale des langues orientales et de l'École normale juive auprès du Séminaire israélite de France. Elle est enseignante, comme vous le savez, de pensée et d'histoire juive et d'exégèse biblique. Elle a enseigné à l'école Maïmonide et de Hirsch. Elle a également participé à la formation des professeurs en élaborant des méthodes pédagogiques modernes pour l'enseignement de la Torah, notamment, je parle sous ton contrôle Rosine, bien sûr, dans le cadre de l'Institut Lanéer. Alors, avec Rosine, donner un cours ou une conférence prend vraiment tout son sens. Chaque enseignement de Rosine est un vrai don, fait avec une grande générosité à ceux qui ont le privilège de l'écouter, comme on va l'entendre ce soir. La transmission devient mission. Rosine, c'est à la fois la passion de la transmission, la passion des études juives. C'est ainsi qu'en plus de son rôle de professeur, Rosine donne des cours, des conférences dans différents cercles d'études, en particulier, comme vous le savez, à Emouna, à la Viso également. Elle a par exemple animé un Vizoom, c'est les Zooms de la Viso, mi-décembre sur le thème Lumière divine, lumières humaines, à la coopération féminine et bien sûr dans le cadre de la communauté juive de. Alors on peut, si tu veux bien, Rosine, peut-être déjà annoncer une prochaine conférence à l'Institut universitaire Rachi le 13 avril qui s'intitulera L'apprentissage de la liberté. Il n'est pas possible dans cette brève introduction de citer
toutes ces conférences, mais ces quelques exemples donnent déjà une idée de l'éclectisme des sujets abordés. Enfin, et c'est un sujet qui me tient également à cœur, Rosine est investie avec conviction et énergie depuis plusieurs années dans le développement du Beth Midrash Lenashim, la maison d'études juives au féminin, aux côtés de sa fondatrice, Madame Joëlle Bernheim. La vocation de cette maison d'études est de permettre aux femmes d'accéder à l'étude des textes de la tradition juive et de leur donner les moyens de devenir autonomes dans cette étude. Rosine va maintenant nous parler de l'histoire de la communauté juive à Boulogne. Avec son mari, Raphaël, qui a longtemps été un pilier de la communauté juive de Boulogne, au sein de laquelle il a dispensé de nombreux cours de pensée juive, ils apportent à cette belle histoire, au développement de laquelle ils continuent de contribuer inlassablement. Mais il est temps à présent de laisser la parole à Rosine pour la conférence. Bonne soirée. Merci Vanessa, Robert, pour ces très très gentilles paroles. C'est vrai qu'en étant à Boulogne depuis si longtemps, ma vie se confond un peu avec la communauté, celle de la communauté. Mais à Boulogne, je ne suis qu'une Ravera, une membre de la communauté. C'est comme ça que je voudrais que vous le preniez ce soir. Dans la Megillah d'Esther que nous venons de lire, il y a une phrase qui m'a toujours interpellée. À un moment donné, on dit, à propos de Mordechai, Im misera hayehudim. Si cet homme, Mordechai, est de Zera à deux traductions. Zera, c'est à la fois la graine et la semence, et à la fois la descendance. Et vous comprenez, si Mordechai a un passé et un avenir, il restera, il tiendra, et rien ne pourra l'empêcher de réussir dans son histoire de chef de communauté. Le titre que Robert a choisi pour cette conférence ce soir correspond à cela. Un passé, un présent, un avenir. Et dans ma conférence ce soir, je n'ai pas l'intention de faire ni un relevé de tout ce qui s'est passé, ni même un annuaire, mais de vous donner les grands mouvements d'ensemble qui ont suivi la vie et la présence juive sur notre commune, qui aujourd'hui s'appelle Boulogne-Billancourt. N'oubliez pas, c'était deux petits villages, deux petites villes qui se sont ensuite réunies sous le nom de Boulogne-Billancourt. Certains préfèrent, les snobs, préfèrent dire aujourd'hui Boulogne-sur-Seine, Boulogne-Nord, Boulogne-Sud. Pour ma part, c'est vrai que j'ai déjà pris la parole au moins 3 fois dans le cadre d'événements comme celui-là. La première fois, peut-être, c'était au moment où nous avons fêté 80, oui, c'est ça, le 80e anniversaire de la communauté de Boulogne, et vis-à-vis de la communauté de la synagogue. Vous vous souvenez de ce petit livret dans lequel vous avez tout le renseignement sur la vie de la communauté autour de la synagogue. Ensuite, j'ai pris la parole pour le centenaire. J'avais fait une conférence sur la rue des Abondances, une promenade du château Rothschild en passant par la Chaux, en passant par Maïmo et le jardin Cannes, témoin de la vie et de l'implantation des Juifs à la fin du XIXe siècle. Et puis, j'ai encore fait une conférence une fois au Pnei Brit pour la journée du patrimoine. Et la question était, la communauté juive de Boulogne fait-elle partie du patrimoine? Vous devinez la réponse. Aujourd'hui, dans la communauté française, à propos de juifs, de religion, de pensée, il y a 2 mots qui sont tout à fait à la mode et qu'on discute. Chacun y va du sien. Intégration ou assimilation. Et je vous laisse réfléchir à l'évolution du questionnement. Pour nous, disons-le plutôt autrement, c'est présence et appartenance. Je crois qu'à Boulogne, c'est cela que nous ressentons. C'est cela que les représentants de la mairie aussi ressentent. Alors, Boulogne-Billancourt, je vous propose une promenade.
Boulogne-Billancourt, c'est à l'intérieur d'une boucle de la Seine, un endroit connu depuis très très longtemps, puisque vous avez la route de Paris à Versailles, la grande trouée de la route de la Reine, la trouée de la rue de Paris, qui montre bien les deux chemins, et dans l'autre sens, qui s'appelle maintenant le boulevard Georges Jaurès, le passage obligatoire entre le mont Valérien qui protégeait Paris et la caserne de Issy-les-Moulineaux. Et vous avez donc, mais la choule n'est pas au milieu. Nous allons regarder comment, par l'installation des Juifs depuis le début du XIXe siècle, la question de « avons-nous fait histoire ensemble ?» est résolue positivement. Une promenade, c'est aussi s'arrêter pour regarder les lieux. Alors, quels sont les lieux à Boulogne où il y a d'abord une présence juive? Tout le monde répond en général le château. Et à partir des années 1800, c'est-à-dire juste après les lois d'émancipation des Juifs, il y a eu tout un groupe de Juifs bordelais et de Juifs de Carpentras, Carcassonne, de Bayonne, qui sont venus s'installer à Paris. Et là, ils travaillaient dans le centre, ils habitaient dans le centre, mais ils avaient besoin de soleil, d'air. Et ils ont acheté, plusieurs familles, les Léon, les Carcassonne, ont acheté des petites maisonnettes avec des jardins dans un endroit qui vous dira quelque chose, puisque c'est la rue du Port. Et à cette époque-là, il y avait 1801, on va dire, la Seine, rue du Port veut bien dire qu'il y avait un port, là où il y a aujourd'hui le pont de Saint-Cloud, il y avait un chemin de halage et il y avait un endroit où les gens se baignaient. Donc, si vous voulez, c'était leur maison de campagne, c'était la maison de campagne d'une petite bourgeoisie juive séfarade qui s'installait à Paris. Et nous savons qu'ils étaient là les week-ends et dans la semaine. J'ai eu mon professeur de piano, quand j'étais enfant et que je ne sais toujours pas jouer, était la petite fille d'une de ces dames qui habitait rue du Port, et elle me disait, on allait se baigner en robe longue. Autre présence juive, alors, tout à fait différente, c'est effectivement le château. En 1817, donc vous voyez, les lois d'émancipation, les décrets napoléoniens organisant la communauté, à Chypre, 1817, nous avons James de Rothschild qui achète un terrain, un tout petit terrain, croyez-vous. Pour l'époque, c'était un terrain énorme. Et puisqu'il est baron, il faut qu'il ait un château à la hauteur de son titre. Au début, c'est un tout petit endroit qui sera ensuite reconstruit en 1856 avec un aménagement des lieux qui est considéré comme très luxueux, mais de bon ton. C'est la grande époque où on commence à connaître ces familles venues d'Allemagne, de Russie, d'Autriche-Hongrie, d'Alsace plus tard, qui, ayant investi et dans la banque et dans l'industrie, sont suffisamment riches pour pouvoir concurrencer la bourgeoisie française. Et comme ils ne sont pas accueillis, ils ne seront jamais accueillis dans le boulevard Saint-Germain, alors ils préfèrent s'installer dans des endroits plus discrets comme Boulogne-Nord. Et quand je dis Rothschild, zum den Reutenschild, on dit en allemand, c'est vraiment leur écusson. Et lorsqu'ils arrivent à Paris, ils sont non seulement Rothschild, mais de Rothschild. Et le château va prendre une importance, pourquoi? Parce que le premier baron, le deuxième, veulent montrer que l'on peut s'intégrer. J'ai employé un terme fort, s'intégrer, tout en étant avec une identité forte. Personne n'oubliera jamais que les Rothschild sont juifs. Et d'ailleurs, les premières baronnes, nous savons d'elles, la première, la deuxième, elles sont
de familles juives allemandes pratiquantes. Et lorsque le château est reconstruit, nous savons, j'ai jamais pu le visiter, même avant, lorsque c'était avant même d'entourer par toutes ces barrières, mais l'ancien jardinier qui nous apportait les hadassim au moment de Sukkot, quand nous étions très jeunes, nous a toujours dit qu'il y avait dans le château un mikvé. Ce château représente quelque chose, parce que on y reçoit les notables de l'époque, les hommes politiques, les industriels, les écrivains et les différents grands rabbins de Paris. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de coupure. Les différents grands rabbins, je ne vais pas vous donner tous les noms, et Madame la baronne, qui avait un cuisinier célèbre qui s'appelle Antoine Carême, a fait fabriquer particulièrement pour les grands rabbins un repas cachère et pour son tonton qui venait d'Allemagne. Mais le temps évolue. Les gens qui sont autour et qui vont peut-être s'installer dans Boulogne, qui travaillent pour le château, ou alors petit à petit dans les régions qu'on appelle aujourd'hui les menus, parce qu'aujourd'hui c'est la rue des menus, mais c'était un îlot, les menus, le Parchamp, derrière l'église. Vous avez des groupes de personnes venues d'Alsace, d'Allemagne, de Pologne, qui se disent, eh bien, puisque monsieur le baron est installé là, c'est donc un endroit où on aime les Juifs. Et vous avez les premières installations. Ce ne sont pas des ghettos, ce sont des gens qui trouvent des appartements, des loyers, bon marché, pas bon marché, et qui trouvent surtout du travail. Mais à cette époque-là, l'ambiance générale, c'est de se présenter comme israélites. Nous sommes des Israélites. C'est le peuple juif dans sa forme nationale, et pourtant, il se passe quelque chose à Boulogne de très intéressant. Je vous ai parlé des petits groupes portugais du côté de la rue du Port. Je vous montre le château, juif d'Allemagne, qui s'installe. Et en même temps, ici, nous avons des Israélites français. Et en même temps, Russie et Pologne connaissent l'antisémitisme et des immigrés arrivent qui trouvent refuge justement dans cette région de Boulogne ou à Issy-les-Moulineaux ou dans le bas de Sèvres, dans la banlieue parisienne, parce que dans Paris, Le Marais, Belleville sont déjà, comment dirais-je, il y a déjà trop de Juifs. Et pour l'époque, ils ont l'impression que ce n'est pas bien d'être tous rassemblés. C'est pratique sur le plan communautaire, mais ce n'est pas bien si l'on veut se fondre dans la masse et être accepté. Dans l'idée de ces premières personnes qui s'installent, l'esprit du judaïsme doit subsister avec la religiosité, et le mot d'ordre, c'est aimer, servez le Dieu de vos pères, ne reniez pas votre foi, mais choisissez la modernité. Et le baron Edmond Rothschild et Adélaïde, sa femme, vont évoluer dans cette perspective. Ils ont de très bonnes relations avec la cité de Boulogne, puisqu'ils deviennent les mécènes de la ville. Boulogne, 1850, 1860, petit à petit, il n'y avait que des blanchisseries, que des laveries, il commence à y avoir une petite industrie, et nous savons que des ouvriers, des artisans viennent s'installer dans cette région, et le baron va donner ce qu'il faut pour ouvrir des hospices, une maison de retraite. Et si vous voulez, la présence juive se fait de façon naturelle. Mais je n'ai pas encore le mot communauté. Raphaël Brunswick, en regardant dans les dossiers de sa maman qui vient de disparaître, a retrouvé la trace d'un grand-grand-oncle qui s'appelait Henri Capferrer, fin du 19e siècle, qui était français,
ingénieur qui travaillait dans ce qui a été le laboratoire et qui est devenu l'usine Farman, parce que à cette époque-là, commence sur Boulogne, si vous voulez, une industrialisation qui sera et l'automobile et l'aéronautique. Donc, si quelqu'un s'intéresse au progrès, pourquoi ne pas venir à Boulogne? Et vous savez très très bien que ça fait partie de nos expériences personnelles. Tout ce qui est nouveau m'intéresse. Je suis à Boulogne maintenant, donc dans la partie, je répète, rue des Menus, rue de l'Abreuvoir, le château Rothschild. Je suis dans cette région-là, pour l'instant. Et si vous visitez le parc de Rothschild, vous voyez bien que ce qui a été fait à l'époque, c'est très beau, très très beau. Et la concurrence est grande, puisqu'à la fin du 19e siècle, va s'installer de l'autre côté aussi un très grand jardinier. C'est Albert Kahn. Et les deux jardins doivent correspondre à quelque chose. L'un, c'est un jardin privé. L'autre, Albert Kahn, c'est un juif de Marmoutier, un juif des Vosges, qui vient à Paris, qui choisit la France parce que sa région est devenue trop proche de l'Allemagne. Une partie de l'Alsace-Lorraine avait été perdue, naturellement. Et Albert Kahn, lui, il a une approche tout à fait différente. Je m'appelle Albert Kahn, Avraham Kahn, je vais m'appeler Albert Kahn. Il devient financier, banquier, et cet argent qu'il a, c'est un homme assez solitaire d'ailleurs, cet argent qu'il a, il veut l'investir, mais pas du tout, ni pour la communauté, ni sur le plan personnel. Il veut, et il a une idée absolument étonnante, je veux avoir une image de toute la planète. Je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'il y a au Jardin Kahn. Il y a 4 parties ou 5 parties qui représentent tous les jardins possibles du monde et une bibliothèque, une médiathèque dans laquelle il y a des milliers, des milliers, des milliers de prises de vue. Il enverra ses photographes dans le monde entier. Il a cette idée que là, à Boulogne, dans cette région, dans cette maison, il doit y avoir une preuve de tout ce qui est beau dans le monde. Il a, lui, un lien avec la ville, et on sait que si dans le château Rothschild était reçue la bourgeoisie, dans le jardin Kahn, on a Henri Bergson, le prince du Japon, Rabindranath Tagore. Tout le monde sait qu'il s'appelle Kahn. Il retourne chaque été à Marmoutier, où enfant il avait été élève à l'école juive. Il ne perd pas ses liens avec ses racines, mais ne les développe pas. Voilà un autre exemple d'engagement dans la communauté. Malheureusement pour lui, Albert Kahn mourra. D'abord, il sera une première fois complètement, après la crise de 29, il perdra tout son argent, il sera très seul, très solidaire. Il mourra en 40 et il est enterré dans le cimetière à Boulogne, non pas le cimetière qui est sur la route de la Reine, mais l'autre cimetière. Albert Kahn, finalement, c'est un Cohen. Parce que quelque part, Rodef Shalom, il poursuit la paix et il pense qu'en ayant une vue globale de toutes les personnalités différentes, de toutes les ethnies, de toutes les religions, de toute la façon dont un homme peut s'épanouir, c'est une certaine façon d'enrichir le patrimoine mondial. Et je suis triste parce qu'à plusieurs reprises, j'ai dû mal faire mon travail, j'ai été au cimetière de Boulogne et je voulais retrouver sa tombe. Et je ne sais pas, je n'ai pas trouvé. On me l'a indiqué 2 fois et je n'ai pas trouvé. Mais je le ferai, parce qu'il mérite quand même que quelqu'un aille une fois dire un Kaddish, puisqu'il n'a pas de descendants. Alors, voilà, nous avons 2, 3 personnalités, et puis ensuite, vous avez 1880, 90, il y a eu des Alsaciens qui ont quitté l'Alsace-Lorraine qui était envahie, qui se sont installés gentiment, discrètement, dans Boulogne. Pourquoi?
parce qu'il y avait des maisons possibles, il y avait du travail, des artisans, des ouvriers. Moi, personnellement, je ne vais pas vous faire la liste, mais si ça vous intéresse, le travail qu'a fait la ville de Boulogne au moment de la libération des camps, il y a 60, donc 60 et 45, il y a un relevé. C'est un peu triste, mais on apprend beaucoup de choses. Il y a le relevé, la liste des Juifs boulonnais déportés, qui avaient entre 40, 50, 60 et même des bébés. Il y a leur nom, et en fonction de leur nom, on comprend leur origine. Une partie de ces noms sont sur la plaque à l'entrée de la choule. Et en même temps, dans ce livre, il y a les métiers que ces personnes avaient. Et on voit artisans, commerçants, ouvriers. Il y a même eu 3 juifs parmi les déportés pris à l'usine Renault. Et on voit aussi parmi les métiers 1 ou 2 médecins, pas encore de pharmaciens, certainement pas des notaires. Mais si vous voulez, on a aussi quelques instituteurs et quelques personnes qui ont réussi à faire des études supérieures et qui travaillent dans la ville et qui sont orientés vers l'université. Petite parenthèse, juste, depuis le début de ma conférence, il y a un mot que je n'ai pas prononcé, c'est le mot Israël. N'oubliez pas, le baron de Rothschild, Edmond de Rothschild, sera entièrement tourné vers l'aide à Israël. Ce n'est pas le sionisme politique que nous connaissons, mais cette façon d'agir, aux côtés de l'Alliance d'ailleurs, ou seul, avec d'autres, avec le baron, avec d'autres, la PICA par exemple, investir en Israël pour donner la possibilité à des Juifs de s'y épanouir, et ce sera un monsieur qui finalement est considéré parmi les personnalités sionistes. Mais je ne crois pas qu'à l'époque, dans Boulogne, il y ait beaucoup de gens qui l'aient suivi. Maintenant, du monde s'est installé. Les gens sont là, des hommes, des femmes, des enfants. Si vous êtes dans Boulogne, si vous vous promenez dans l'ensemble de Boulogne, vous voyez, il n'y a pas de ghetto. Il y a des Juifs, nous savons qu'il y a des Juifs qui habitent rue Nationale, d'autres à la France mutualiste, d'autres du côté de Issy-les-Moulineaux. Comment on sait comment ils sont intégrés dans la société? Bon, c'est une façon un peu triste, en regardant les plaques devant les écoles. Nous avons, il y a quelques années, la mairie de Boulogne, après la déclaration de Chirac, a fait mettre des plaques sur les écoles et nous savons le nom des enfants, ou le nombre d'enfants qui ont été déportés. Et nous savons, en voyant cela, qu'ils étaient répartis partout dans la ville. Petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le sujet de ce soir, mais ça me tient à cœur. Il ne faudra pas qu'on en discute, mais vous l'entendez simplement. Toutes les écoles de Boulogne ont une plaque. J'ai un remords énorme. Quand j'étais responsable à Maïmo, je ne l'ai pas fait, mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Et quand j'ai demandé à le faire, on m'a répondu plus tard. Et le plus tard n'existe plus. Nous n'avons pas de plaque pour l'école Maïmonide, où il y a eu presque 40 déportés et des prisonniers. Fin de la parenthèse. J'ai demandé à plusieurs reprises. Et je regrette seulement de ne l'avoir pas fait en temps utile. Revenons à Boulogne. Nous sommes fin du 19e siècle. Voilà, je vous ai dit que je vous faisais promener dans le temps et promener dans la ville. Fin du 19e siècle. Il faut une synagogue. Il est temps. Nous avons, à partir de 1864, une communauté officielle qui se constitue. Ils ont un petit local de prière. Il s'appelle un petit oratoire et ils ont des feuilles en tête sur lesquelles nous lisons
Robert, tu as le double chez toi. Administration du temple israélite de Boulogne-sur-Seine. Et cette lettre, écrite en 1889, montre bien que leur installation en tant que petit oratoire a tenu. Et pourtant, Dieu sait, ils ne sont pas nombreux. En 1877, ils souhaitent s'agrandir. Il leur faut des fonds. Alors ça, vous connaissez. Il y a un appel dans 2 journaux, l'Univers israélite, les Archives israélites. Ils demandent qu'on les aide à construire une synagogue parce qu'il y a suffisamment de Juifs à Boulogne qui veulent prier. Et qu'ils sont un groupe, ils se définissent de la façon suivante, nous sommes un groupe ayant la même religion. Et nous voulons être ensemble. Aucune possibilité, personne ne réagit. Entre eux, ils s'organisent un peu mieux. Ils payent un loyer pour ce petit oratoire, ils achètent des caveaux et quelques tombes collectives. Celles-là, on peut les voir, elles sont dans le cimetière qui est sur la route de la Reine, rue de l'Est, rue de l'Ouest. Il y a comme un carré juif, les tombes sont très bien entretenues, et il semblerait, m'a dit le gardien, que sur certaines, il y a des descendants encore aujourd'hui qui viennent se recueillir. Le petit oratoire, on a une adresse, 46 rue Saint-Denis. Je n'ai pas fait le travail qu'il fallait, j'ai simplement été aux archives de Boulogne et aux archives du consistoire de Paris, mais normalement, il faudrait aller au cadastre. Alors, je crois qu'on a un géomètre dans notre communauté, il peut peut-être nous aider, parce que sur le cadastre, on va pouvoir retrouver effectivement l'adresse exacte. Un petit oratoire, 46 rue Saint-Denis. Monsieur le rabbin, vous passez souvent devant. En 1889, ils souhaitent acheter un terrain. Ils en trouvent un, 138 rue de Paris. Calculez combien de centimètres entre Cache-Cachère et le 138 rue de Paris. Et ils demandent à la mairie une subvention officielle. Ils expliquent qu'ils ont un terrain qui est destiné, 138, à notre édification. Si vous voyez la lettre, je trouve qu'on devrait la publier. Elle est écrite dans un français impeccable, avec des pleins et des déliés et des formules que personne aujourd'hui ne saurait faire. Après de grands sacrifices, nous sommes parvenus à rassembler 11 000 francs environ. Cette somme est insuffisante et nous espérons, monsieur le maire, que le conseil municipal voudra bien prendre notre demande en considération afin que nous puissions mener à bonne fin notre entreprise. Nous pouvons donc espérer, monsieur le maire, que vous voudrez bien n'être, écoutez bien la formule, que vous voudrez bien n'être pas défavorable à notre projet d'édification, en vous présentant nos remerciements, mes hommages respectueux, et c'est signé P. Meyer, président de la communauté israélite de Boulogne-sur-Seine. Cette lettre est restée lettre morte, mais une synagogue, si elle doit se construire, elle va se construire. Entre-temps, séparation de l'Église et de l'État, les communautés doivent vraiment se prendre en charge. Et la petite communauté de Boulogne n'a pas les moyens de construire. Eh bien, in misera Yehudim, on a dit, le baron et la baronne de Rothschild vont prendre la responsabilité de faire construire la synagogue que nous connaissons. Le baron fait partie du consistoire, il signe la possibilité de la construction. Il y a maintenant suffisamment de juifs à Boulogne pour que soit créé un lieu de culte qui deviendra monument historique, mais je ne sais pas à quelle date. Et c'est Madame la baronne qui va s'occuper de la construction. Son propre architecte, M. Pontremoli, et l'organisation interne de la synagogue. La synagogue a un statut privé. Tout le monde dit la synagogue Rothschild, mais en vérité, elle a un conseil d'administration, un rabbin. Au début, c'est un chazan, il s'appelle Henri Kahn. Et puis,
les membres du conseil d'administration, Zachary Eudlitz, qui était chirurgien dentiste, et Baïkovski. J'ai dit que je ne ferai pas un annuaire, mais je trouve normal de citer les deux premiers. Il devait avoir quand même des soucis, parce que d'un côté, monsieur le baron et madame la baronne, et de l'autre côté, des juifs simples. Comment il dit? Des simples fidèles. Et il faut unir tout le monde. Et ils veulent construire la synagogue, et la synagogue est construite 21 septembre 1911. Ça veut dire qu'on en est au 110e anniversaire de la Choule. À peine inaugurée, la guerre 14, un arrêt, et puis, à partir des années 1920, alors là, c'est présence juive à Boulogne, vraiment. Des juifs qui s'installent dans toute la ville. Et il y a un phénomène assez intéressant que je voudrais vous faire remarquer, on en avait parlé avec Robert l'autre soir. Dans le sud de Boulogne, il y a beaucoup de Russes blancs qui s'installent après la Révolution. Et les ennemis d'hier, parce que les Russes blancs antisémites maximum, eh bien les ennemis d'hier se retrouvent à l'épicerie pour acheter les mêmes harengs, les mêmes cornichons, ou à la boulangerie pour partager un gâteau au fromage. La communauté s'est épanouie. En 1935, un inventaire donne, au point de vue place à la synagogue, 136 hommes, 98 femmes, ça fait à peu près 250 places. Question, vont-ils tous à la synagogue? Y a-t-il parmi eux beaucoup de juifs de Kippour? Ou même, et certainement, il y en a qui sont vraiment fâchés avec la pratique religieuse et qui choisissent la France. Nous savons qu'à cette époque-là, beaucoup d'enfants nés à Boulogne vont être naturalisés à leur naissance. Quelques visages connus, intéressants, Monsieur Canveller, 12 rue de l'Ancienne Mairie. Il y a une plaque, en vous promenant, vous irez la lire. Il organise les dimanches de Boulogne, les dimanches de la peinture. Il reçoit Juan Gris, Lifshitz. Et si vous voulez savoir qui il reçoit, parmi les peintres de Montparnasse et de Montmartre, eh ben vous viendrez vous promener du côté de la rue de Paris, et vous passerez naturellement par la rue de l'Ancienne Mairie. Canveller. Vous avez entendu le nom, Canveller. Il a eu de la chance. Les lois de Vichy, les biens sont spoliés. Il a cédé sa galerie de peinture à sa belle-fille, qui s'appelle Léris, et lui-même va s'exiler aux États-Unis. Il avait été rattrapé en tant que juif par les lois de Vichy, mais nous ne connaissons pas de lui, peut-être, je ne fais pas le bon renseignement, d'engagement communautaire. Un autre cas particulièrement intéressant, vous connaissez tous la rue Salomon-Reynac. Elle est place d'Enfer-Rochereau, à côté de Marmottan. Très belle rue. La maison de Salomon-Reynac a disparu. Mais à cette époque, ce monsieur et son 3 frères, les frères Je sais tout, Joseph, Salomon et Théodore, très érudits. C'est l'israélite français dans la perfection. Latin, grec, allemand, Institut des hautes études, Institut de France, mais très proche de la conversion. Sont-ils convertis? Oui, non. Certains disent oui, d'autres disent non. Très intéressant. Pourquoi l'Église, à cette époque, s'intéresse-t-elle à avoir des personnalités importantes qui se convertiraient? Mais Salomon Reynac est membre de l'Alliance israélite et membre du consistoire. Aujourd'hui, ce serait impensable, la deuxième chose. Et puis, le peuple juif qui habite Boulogne. J'ai employé le mot peuple exprès, parce que quand on parle des gens simples, on dit Amcha. Amcha, à Boulogne, la vie juive existe. Pourquoi? Parce qu'on a un rabbin, dont le nom est connu,
et qui a une forte personnalité. Cet homme s'appelle Chaim Yoel Sturze. Il est né en Russie, il a vécu en Palestine, il est diplômé du séminaire israélite de Paris, il a des connaissances de Torah, de Gemara. Je crois qu'il faisait partie du Beit Din de Paris. Très ami du grand rabbin Libert et de Edmond Flegg. Vous voyez les deux côtés. À côté de lui, des Chazanim et ses fils qui dirigent le Talmud Torah, le mouvement de jeunesse, et ses filles qui participent au mouvement mizrahi sioniste de l'époque. Nous sommes entre les deux guerres. Il y a à Paris, dans la région parisienne, des mouvements, il y aura un journal qui s'appellera La Terre retrouvée, il y a des mouvements, ce qu'on appelle des mouvements de soutien au sionisme. Et ce sont les grandes discussions de l'époque. Je viens d'employer le mot sioniste, c'est un mot nouveau dans mon exposé. Je voudrais vous donner un petit côté personnel. Le sujet, c'est intégration-assimilation, participation de la communauté, ouverture, fermeture. J'ai eu l'occasion d'évoquer l'état d'esprit de cette controverse à l'époque du grand rabbin Sturze avec son fils, Marcel Sturze, qui est le seul survivant puisqu'avec ses frères et sa jeune femme ont été déportés à Auschwitz et que lui est revenu. Certains de vous doivent se rappeler l'émotion lorsqu'il y avait l'anniversaire et lorsqu'il est arrivé avec ses deux cannes. Je pense que c'est l'époque du rabbin Twitou, mais je ne suis pas sûre. Calculez, 80. Il est arrivé avec ses deux cannes, il est monté sur la théba, je vais le dire avec l'accent, qui à ce moment-là était déplacé, et il a dit, la théba n'est pas l'endroit où elle était, mais il y a 70 ans, à cet endroit-là, j'ai fait ma bar mitzvah. Assez émouvant. Un jour, j'ai rencontré à l'enterrement d'un de ses amis, qui était le père d'une de mes amies, et je lui ai posé la question sur les discussions qu'il y avait à cette époque, avec le rabbin Sturze, avec le rabbin Libert, avec ceux qui représentaient l'évolution du judaïsme, avec ces juifs polonais, chassidiques, russes, lituaniens, qui aussi avaient été formés dans une autre perspective. Sortir du ghetto, s'émanciper, aller vers Israël. Eh bien, voilà ce que j'ai retenu de ma conversation. Il m'a envoyé un texte qui était sorti c'était un article qui s'appelait « Foi et réveil ». C'était le rabbin Libert qui répondait. On comprend le problème. Il y a une lutte pour la religion. Et cette lutte pour la religion doit rester la raison d'être du judaïsme français, dont c'est la mission de prouver que le judaïsme est viable dans un pays de liberté et d'égalité. Et puis, point d'humour, nous n'avons pas d'autre issue. Ce texte est actuel. Alors voilà, je reviens à Boulogne, 1938. La communauté, les gens sont là. L'école Maïmonide s'installe, rue des Abondances, dans un ancien orphelinat qui appartenait à M. de Rothschild. Et un bail est signé entre l'association Maïmonide, représentée par Marcus Cohn, Edmond Flegg, je crois Bragewick, et M. de Rothschild qui donne cette maison pour en faire une école, lycée. Écoutez bien l'ambiance. Nous sommes en 1938. Je ne sais pas si à l'époque, il y avait des liens entre la communauté, les gens de la ville et l'école. Je ne suis pas sûre. Mais ce que je sais, c'est que Marcus Cohn est un homme qui regarde vers l'avenir. Écoutez bien. Il dit « Il nous faut créer une école pour préparer des rabbins pour le séminaire,
mais aussi pour préparer des cadres, car il faut organiser la communauté devant la montée du nazisme. Puis, la guerre. Juin 1939, Malmö ferme pour de longues vacances. Mai 40, la débâcle. Beaucoup de soldats et d'officiers sont prisonniers. Juin 40, l'État français. Octobre 40, le statut des Juifs. Les biens sont arianisés. On a un recensement de la communauté juive de Boulogne. Nous pouvons ainsi, d'un mal à un bien malheureusement, nous pouvons ainsi connaître le nom des familles. Certains des noms, je les connaissais parce qu'ils étaient sur les petites plaques qu'il y avait à la synagogue dans le temps pour les places de chacun. 188 déportés sans retour. Les grandes rafles, mai, août, décembre 42. 3 survivants. Je les ai personnellement connus les 3. Madame Louise Pletzkoff, Monsieur Marcel Laurentaire, et je voudrais qu'on salue sa femme, Jean Kardèche. Quelques familles françaises installées sur Boulogne sauveront des Juifs boulonnais et cacheront des enfants. Sur le plan officiel, nous n'avons pas de réaction positive. Que voulez-vous? L'administration était sous la domination de Vichy. Nous ne savons pas ce qui s'est passé exactement dans la Choule. Maïmonide a été réquisitionné, il y avait la commandanture allemande. À la Choule, nous savons qu'en 1940, quand les gens sont revenus à Paris, après la fameuse débâcle, les offices sont repris. J'avais vu une lettre écrite au consistoire, dans les archives, demandant qu'on leur envoie un ministre officiant pour Kippour, Kol-Nidré 41. Monsieur Roseau, le papa de Jacques et d'Annette, au mariage de Michel, son fils, a dit « Pendant la guerre, je venais à pied d'Issy-les-Moulineaux pour que les offices aient lieu. » Je pense qu'il n'était pas le seul. La période de la guerre se finit. Fin de la guerre. Retour de certains Juifs à Boulogne, très peu. Ceux qui étaient partis, endeuillés, tout est triste. Il n'y a pas de réaction officielle de la ville qui n'aide pas à remonter la communauté, à faire nettoyer la synagogue qui était dans un état terrible. M. Kalfa a raconté comment il a quand même ramassé des morceaux de livres de prière déchirés. On dit que pendant la guerre, la synagogue aurait servi d'écurie. Nous ne savons pas. Par contre, ce que je sais, moi, c'est qu'une des dames qui habitait au coin de la rue Abreuvoir, rue du Bac, m'a toujours dit qu'à cette époque-là, en 42, 43, 44, elle allait se baigner, mais elle ne restait jamais sur ce côté du trottoir, mais de l'autre côté. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit parce que j'avais peur. En 1940, il y avait un groupe de Paris, de la milice, qui était venu saccager la synagogue. Que sont devenus les Sfarim? Point d'interrogation. Je sais que le premier office de retour, je termine, il y a des petites filles mignonnes là, le premier office, 7 septembre 45. Je n'ai pas vérifié dans le Loir, mais ça doit être l'époque de Rosh Hashanah. L'école Maïmonide rouvrira ses portes à ce moment-là. La communauté juive de Boulogne recommencera à vivre. Je disais, petite parenthèse, qu'il n'y avait pas de lien avec la mairie, la ville officielle. Mais j'ai quand même une anecdote à vous faire parvenir, à vous faire connaître. Dans le courrier, dans les archives de Boulogne, il y a une lettre qui est adressée à M. Marcus Cohn, en 1945. Il veut ouvrir l'école Maïmonide. Il a des enfants, la majorité d'entre eux sont orphelins. Il doit rouvrir un internat. Les locaux sont saccagés, sont vides. Ils ont été envahis par l'armée allemande, puis par l'armée anglaise. Il écrit à la mairie pour avoir l'autorisation
d'ouverture d'une école. La réponse, vous n'allez pas le croire. Dans l'inventaire, il nous manque les rideaux qui vous ont été délivrés en 1939 pour le blackout. Je ne sais pas si vous imaginez le décalage d'intérêt. La communauté rouvre. Marcus Kohn fait partie de la nouvelle équipe après la guerre. Je sais qu'il est secrétaire de la communauté. M. Ganelski est président, M. Rubinstein est trésorier, la famille Epner est là, et la communauté reprend. Un ministre officiant, Maurice Horowitz, qui était professeur d'hébreu au Langso, professeur à Maïmo, et peu de monde, puisque le Shabbat, les élèves de l'école maïmonide rechignaient, n'empêche qu'ils allaient souvent pour la Kriyat HaTorah et pour Moussaf, pour qu'il y ait Minyan. Et il y avait toujours quelqu'un qu'on allait chercher dans la maison de retraite pour compléter ces Minyan. J'ai vu la choule de Boulogne la première fois en Hanouka 52, quand j'étais élève en 5e, on a passé un Shabbat plein et que nous sommes allés à la synagogue de Boulogne. Il y avait un grand lustre qui ne donnait pas de lumière et qui était plein de toiles d'araignée. La choule était vieillotte, sale. Nous ne voyions pas le côté magnifique qui, soi-disant, était monument historique. Il faisait froid, très froid. Mais déjà, le Talmud Torah rouvrait. Signe que passé, présent, avenir. Certains se souviennent d'avoir été au Talmud Torah, d'avoir fait leur bar mitzvah, les premiers mariages à Boulogne. Le mot intégration, différent. Le mot participation, différent. L'israélite français a disparu. Le juif en France est apparu. Donc, vous pouvez imaginer les difficultés de cette époque. Mais Baruch Hashem, comme vous disent tous, des familles sont venues s'installer. Dans les archives, on trouve des dossiers de demande d'indemnisation qui ont été menés à bien. D'autres sont restés carrément en déshérence. Et j'ai eu beaucoup de peine quand j'ai vu les fiches dans les archives de la mairie où tout était barré, tac, 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 et à côté écrit le mot juif. Je suis fière de ce mot, mais j'aime pas le voir écrit de cette façon-là. La vie reprend, l'école, la choule, on fait ce qu'on peut, on avance. L'État d'Israël est créé, 48. Marcus Kohn partira en Israël. Il y aura quelques personnes qui vont de Boulogne partir même au Mahal, c'est-à-dire combattre avec l'armée d'Israël. Et puis, des nouveaux arrivants. Pourquoi? Parce que Boulogne construit des immeubles. Il y a eu des destructions, donc on reconstruit des immeubles, des cités. Et puis, pourquoi pas ne pas venir dans un endroit où on peut habiter et réussir en travaillant. Et là, je suis dans les temps modernes. Nos vieux Ashkénazim voient arriver les premiers Égyptiens à partir de 1956. Ils se partagent entre Legno et Boulogne, voient arriver tous ceux qui viennent du Maroc, d'Algérie et de Tunisie. Question qui se pose, quel rite adopter? Qui criera le plus fort pour faire adopter son rite? La choule, vendredi soir, petit minyan, Shabbat matin, petit minyan. Claude Bloch et Raphaël Cohen décident qu'il y aura enfin un office le dimanche matin. Le Talmud Torah a toujours fonctionné. Pro, bien, il a toujours fonctionné. Comme si on mettait le maximum. Alors, vous savez, quand on réfléchit, on dit « Keila ». C'est un mot qui a été forgé pour définir les communautés en diaspora. Mais il y a un deuxième mot qui correspond très bien à Boulogne, c'est Tzibour. Parce que ce n'est pas uniquement mettre des gens ensemble, mais c'est mettre des gens ensemble pour qu'ils trouvent ce qu'ils ont en commun.
et les années 60. La population grandit. Torah Vetzion fait de la prospection. Le rabbin Choukroun, Claude Bloch, d'autres amis que nous connaissons essayent de faire vivre cette communauté. Monsieur Zemmour continuera, le rabbin Twitou. Un groupe de jeunes va se constituer. À partir de 80, la construction de l'école primaire à Boulogne, à Maïmo, va faire venir beaucoup de familles avec des jeunes enfants. La ville commence à répondre à nos sollicitations. Pourquoi, comment? Changement de maire, Graziani, la présence de M. Broder. En tout cas, le présent, vous le connaissez, je ne vais pas vous le décrire. Ce que je sais, c'est qu'en 1975, nous créons le centre communautaire. Je dis nous, Claude et Micheline Cohen, Claude Bloch, Rosine, je suis la deuxième des présidentes. Shlomo a été un de nos premiers directeurs de centre, Shlomo Botbol. À l'époque, nous n'avons pas de local. Je l'ai dit plusieurs fois à Marc. Nous n'avions pas de local. Les maisons servaient de local. Nous avons loué souvent une péniche qui était amarrée au bout de la rue de l'Abreuvoir ou la salle des fêtes. Tikvatenu, Emouna, Bnei Akiba, Gan Israël. Et puis un local, par miracle, au 102 boulevard Jean Jaurès. Et là, des activités et surtout de très beaux, et aussi des shiurim, des vrais. Certains ont été élèves à cette époque, de Raphaël, Manitou est souvent venu. Et ça faisait reprendre cette force intellectuelle qui avait été à Boulogne à l'époque du rabbin Sturze, avec la présence de Marcus Kohn, de Théo Dreyfus, de Chouchani. Après le 102, rue du Port. Après la rue du Port, la rue du Point du Jour. J'ai oublié le nom de la rue où maintenant le centre communautaire est, mais parce que j'y vais jamais. Et si à l'époque on comptait jusqu'à 10 pour avoir le minyan, aujourd'hui la présence à Boulogne, on pourrait peut-être compter jusqu'à... J'avais posé un jour la question à Robert, qui m'avait répondu 15 000. Et je lui avais dit, Robert, c'est pas possible, à moi toute seule, je connais au moins 15 001 personnes. Alors je vous pose la question, quelle est l'adresse du futur centre communautaire? Quel sera son nom? En fonction de la réponse, je vous ferai une 4e conférence. Bonsoir. Bravo. J'ai tenu les temps. Absolument. Bravo, Roselyne. Je laisse chacun pouvoir redémarrer son micro si vous avez des questions pour Roselyne. Conférence passionnante et c'est toujours un plaisir, un grand plaisir de t'entendre raconter l'histoire. Tu sais que j'ai découvert, ça va te permettre de préparer une nouvelle conférence. Pour le 120e. Ouais, quelqu'un d'absolument étonnant qui est venu s'installer en 1914 Boulogne, qui est Valdemar Afkin. C'est celui que j'ai oublié, regarde. Alors attends, tu sais pourquoi? Parce que je voulais le donner pour la fin. Il est l'inventeur, c'est ça, bravo, c'est génial, c'est pour ce soir. Vladimir Afkin, il est l'inventeur du vaccin anti-cholérique. C'est ça? Je voulais vous le donner à la fin pour vous dire qu'à Boulogne, tous les espoirs sont permis. Et c'était quelqu'un qui a vécu en Inde toute sa vie et qui, à la fin, est devenu un juif religieux qui a passé 3 ans à Boulogne après l'inauguration de la choule et qui est reparti à Lausanne terminer sa vie. Mais Lausanne. Ah oui, pour moi, il était juif. Le 7 septembre 1945, c'est bien le soir de Rosh Hashanah. Ah, ben voilà. Vérifier entre-temps. C'est absolument passionnant et c'est vrai que ceux qui disent que si on ne connaît pas son passé, on ne peut pas avoir de vrai avenir. Et je crois que c'est très important de comprendre d'où on vient pour savoir où on va. C'est les Chinois qui disent ça. Mais je suppose, messieurs les rabbins présents, que quelque part la Torah le dit aussi. Est-ce que, alors je vois que Olivier Lévy a une question, a levé la main. Oui, bonsoir madame, j'ai été très ému de vous écouter ce soir parce que vous avez évoqué mes grands-parents, sans le savoir,
qui sont enterrés au cimetière de Boulogne, dans les caveaux de la Evra Kedisha à Mont-Horeb, dont je ne sais rien. Oh mince, Est-ce c'est que vous coupé. êtes Olivier Lévy, copain de Cohen-Salmon? Non. Ah non, non. Et vous n'êtes pas non plus en relation avec le jardinier de Boulogne? Voilà. Ah si, Ah, par contre, je suis le petit-fils de Shlomo Salomon Levin, qui était jardinier ou chameus, je n'ai jamais trop bien su, ou les deux, à la synagogue de Boulogne. on s'est vu il y a quelques années à une conférence. C'est Muriel Oui. Lévy qui vous avait fait venir. Et moi, Ah d'accord. Et quel- alors, moi, Ah j'ai non, vu, ton mais, frère. je Mais crois- c'était mon frère qui avait dû y aller. Ah, d'accord. Mais en Et tout cas, est-ce c'était que- un Lévy. Est-ce que vous avez quelque chose sur ce Salomon Lévy dont nous ne connaissons rien? Parce que ma mère, sa Qui est née fille, à n'en a Boulogne. jamais parlé. Elle est née rue des Abondances. Moi, j'ai une proposition à faire. Peut-être Monsieur le rabbin, peut-être Robert. C'est d'aller une fois, un dimanche matin, au cimetière qui est route de la Reine. Je Oui. crois que Monsieur le rabbin Kassabi a été. Et Oui, de bien sûr. faire le relevé, ça vaut la peine de faire le relevé. Il faut même embarquer un élève des classes terminales, je crois que ça leur fera apprendre un peu d'histoire juive, de faire le relevé, parce qu'il y a des tombes d'avant-guerre et on apprend les noms et surtout l'objectif. Vous avez dit le mot Chevra, Kedisha. Mont-Horeb. 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 Philippe, je pense que toi, tu y avais été à cet endroit-là aussi. ouais, Si vous voyez les noms, c'est intéressant parce que vous voyez à la fois, il n'y a pas des Magen David dans tous les sens, c'est pas vrai, mais il y a des noms et tu comprends qu'ils veulent certains veulent qu'on se rappelle qu'ils sont juifs, d'autres non. Mais je pense que c'est intéressant de le faire parce que c'est notre devoir, on n'a rien. Alors, on a Hervé Ben, Blais. sur les photos, j'ai sous les yeux des photos de caveaux mortuaires où sont mes grands-parents. Et il y a des Rueff, des Welsch, des Worms, des Samson-Veil, etc., des Wormus. Maintenant, sont des noms. avec les téléphones, c'est très facile de faire un relevé. Bon, mais ça c'est un travail pour les jeunes, là, parce que moi, je ne sais pas taper. On a deux personnes qui ont levé. Je crois que c'est un travail intéressant, ne serait-ce que pour Yom HaShoah. On n'est pas toujours obligé de lire. Écoutez, je ne veux pas attrister la conférence, parce qu'effectivement, quand on parle de cimetière, c'est triste. Mais souvent, Non. ce n'est que les simples restent. Par contre, j'avais, moi, je ne sais pas si Nettie est là aussi, on nous avait mis un jour dans nos casiers, un jour Nettie, tu dois t'en souvenir, quelqu'un nous a mis dans nos casiers, puisqu'on était les Ashkénazes de service, des livres Arzorim, dans lesquels on sait qu'ils étaient à la synagogue avant-guerre. Non, tu ne peux pas le dire. Donc c'est aussi Parce intéressant. qu'il laisse pas. Je l'ai écrit. Parce que la Bravo question Rosine qui pour était votre posée, conférence, mais c'était dommage, le- vous avez oublié de rappeler le rabbin. Après, j'ai continué. Le rabbin. Si tout le monde parle en même temps, on n'entend rien. Essaye de lire tout ce que j'ai mis, mais ne mets pas, j'ai pas encore envoyé. Non, mais il faut fermer les micros si vous voulez qu'on Il y a entende. Claude Atia qui est avec Irène. Mais dans les. Non, je suis la pas, question Rosine, aussi- je suis pas avec Irène. Je suis pas avec Irène. Elle m'a appelé. Ah bon, Bonsoir, Rosine. d'accord. Je te passe Bonsoir. Irène. Vous aviez Non, dans les je voulais Marjorines, dire vous bravo, avez bravo fait l'évolution. Rosine, mais Bonsoir. bravo Rosine, Évolution. mais vous avez oublié de rappeler mon époux, le rabbin Alain Atia. Il J'ai a rappelé au exercé en tant que rabbin à Boulogne, après le rabbin Choukroun, de 1986 à 1990. Je l'ai dit tout au début. Et c'est bien quand on a dommage, parlé. voilà. Irène, Vous avez désolée. oublié de. Mais elle est parfaite, votre conférence. Mais il faut mettre les choses au clair. Voilà. Non, Rosine, je n'ai pas donné la liste totale. Je l'ai salué au début de la conférence. Bien sûr, Rosine. Bravo, l'historienne. L'historienne, t'es très fort, Rosine. Hein, pour une historienne, hein. Bravo pour ta compétence. Hein. je me permets de prendre la parole deux On a petites minutes. M. Hervé et Shelley Kress qui ont levé la main pour poser des questions. Donc, on va suivre un peu de discipline. Moi, je vous rappelle La que j'ai parole est posé de deux M. questions Hervé. et j'ai besoin de la réponse. Alors, bonsoir Rosine, je ne sais pas si Claude Bloch nous entend et s'il est toujours là. Je voudrais juste apporter quelques précisions puisque Qui tu es, toi? Hervé Guez. Ben, je vois rien parce que c'est noir. Maintenant, je te retrouve. Ça va.
Je voulais juste apporter quelques petites précisions. Alors, effectivement, on ne peut pas faire un annuaire de tous les gens qui sont passés, et- mais il y a des petites mains, qu'on a oubliées, et Claude Bloch doit s'en souvenir. Vous avez parlé tout à l'heure de l'arrivée des Égyptiens au début des années 60, et notamment à la synagogue, il y a une dame qui a beaucoup œuvré de façon très, très discrète, mais la synagogue lui doit beaucoup, c'est Madame Waba. Je pense que Claude Bloch et vous-même, Rosine, vous vous en souvenez. Écoute, bien sûr, je me souviens d'elle. Écoute-moi, Voilà. Hervé, j'avais dit, si tu veux que je fasse une liste, j'ai Non, 60. non, je ne fais pas une liste, c'est simplement Alors, que... ce que je voudrais dire, et je voudrais que tout le monde soit d'accord avec moi, depuis la première minute, depuis la première pierre, jusqu'à la première pierre du centre communautaire Abba Aleinu Béchalom, chacun a mis sa pierre dans Boulogne. Il y a ceux qui ont enseigné, il y a ceux qui ont été des chamachim, il y a ceux qui sont... Et il y a aussi ceux qui ne sont jamais venus à la synagogue et qui ont râlé parce qu'ils n'avaient pas de place. Boulogne, c'est un ensemble de communautés. On est parfaitement d'accord. Il y a beaucoup... Alors, ce qui est intéressant, à voir, tout à fait, Hervé, ton frère, Michel, ta famille. Oui, alors justement, ce qui est intéressant, c'est que chacun a apporté un peu de son rite, parce que les Égyptiens se sont adaptés. Le paradoxe de l'histoire, vous avez très bien connu mon frère, et vous savez que, bien que c'est Farad, vous avez mis tout à l'heure le point sur l'origine ashkénaze de la synagogue et les petites batailles de clochers qu'il y a eu entre les rites ashkénazes et séfarades pendant des années. Je crois que mon frère a beaucoup œuvré avec Monsieur Weisbrod, d'ailleurs, qui était là tout à l'heure, pour que justement le rite ashkénaze soit beaucoup plus représenté dans la synagogue. C'était une petite je crois que c'est pas le sujet parenthèse. ce soir. Non, c'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet, mais c'est juste pour rappeler, remettre en perspective les choses. Écoute, Hervé, je peux t'assurer, connaissant des centaines de communautés dans le monde, parce que je me suis pas mal baladée, capable de suivre n'importe quel office, même yéménite maintenant, puisque j'ai un petit-fils Thémani. Boulogne, c'est vrai que ça a été difficile, mais il y a toujours eu des solutions, parce que nous avions, Dieu merci, quelques personnes intelligentes qui connaissaient vraiment la halakha. Alors, jusqu'à présent, il y a quelqu'un qui râle parce qu'on fait la Agba avant, parce qu'on fait la Agba après. Mais il y a des lois qui sont minagamakom. Il y a des communautés qui ne veulent même pas changer en disant minagamakom. Et l'expérience... Regardez, on ne va pas rentrer dans un débat. C'était pas mon propos, Rosine. C'était simplement pour rappeler... On ne va pas rentrer dans un débat personnel ou dans une discussion. Je suis sûr que tous les gens qui sont là auraient de quoi animer une discussion passionnante avec Rosine. Donc, on va laisser simplement ceux qui ont des remarques, des questions à poser, les poser, des commentaires à faire. La prochaine, c'est Chélie qui voulait il y a bien des casiers en bas. Merci. J'ai une question. Je n'entends pas. Chélie, ton micro. Rosine, j'ai une question par rapport à la construction de la choule. On remarque sur chaque brique de la Sina, il y a un tampon ou il y a les louchotes, n'est-ce pas? Oui. Et je voulais savoir si tu connais l'histoire. Alors, je connais pas trop d'histoire parce que moi, l'architecture, c'est pas mon truc. Il faut mettre dessus. J'ai la réponse si vous voulez. Il faut demander à Michael. J'ai la réponse. Hein. Mais vous avez dans le petit livre que je t'ai montré au début, les 80 ans de la communauté, tu as toutes les explications données par celui qui est un officiel dans la communauté, c'est Jarassé. Vous avez l'ancien, il y avait un lustre art déco. Il y avait un lustre art déco. Il y a dans cette synagogue de Boulogne, la baronne, puisqu'elle a suivi la construction minute par minute, il y avait des principes obligatoires. Alors, il y a les louchotes qui sont représentés d'une certaine façon. Il y a à l'extérieur, elle voulait que ce soit le plus sobre possible. Et il y a uniquement ces deux fresques qu'on ne voit même plus, mais on les voit quand on passe sur l'autoroute, avec le principe même du vin. Tu as à l'intérieur du système
Alors, si tu n'as pas le livre, s'il existe encore, Robert, à mon avis, on peut refaire quelque chose pour le prochain centaine, reprendre tout, tu as tout sur les, comment dirais-je, ce que vous voyez aujourd'hui, les enfants. C'est une synagogue propre. En 60, il y avait un énorme lustre qui ne donnait pas de lumière, qui était magnifique, art déco. Il y avait un pavement qui représentait aussi un Magen David, plusieurs Magen David. Il y avait aussi, mais ça n'a pas changé, les phrases qui sont écrites ont été choisies par la baronne elle-même parce qu'elle voulait à la fois Israël, il y a à la fois Shema, Ve'afta, elle voulait aussi, comment on dit, l'universalité, aimer l'autre. Qu'est-ce qu'il y a encore qui... La place de la synagogue a changé aussi, puisqu'avant la prière se faisait, la Teva, elle s'est promenée dans notre synagogue. Et Jarassé avait fait une remarque que je voudrais vous faire remarquer. Aujourd'hui, les choses ont changé, puisque tout le monde va partout et les chaises s'installent. La communauté de Boulogne était construite sur le modèle français de l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait des escaliers pour monter au Aron Kodesh, et vous aviez cette balustrade qu'on appelle un chancel, qui sépare la partie Kodesh Kodashim de la communauté. Voilà. Mais Chélie, on va faire un cours une fois sur la synagogue elle-même. Avec plaisir, quand vous voulez. Merci, Rosine. Merci, Chélie. Je vais juste vous donner la réponse par rapport aux briques. En fait, chaque brique, à la demande de la baronne, quand la synagogue a été construite, elle voulait s'assurer que les briques n'étaient pas fabriquées le Shabbat. Donc, les briques qui étaient destinées à la synagogue étaient marquées comme ça pour s'assurer qu'elles n'étaient pas fabriquées le Shabbat. Donc, c'est une production qui a été faite exprès, spécifiquement pour la synagogue. Et c'est pour ça qu'on retrouve cette espèce de sauce sur chaque brique. Alors, je vous propose d'écouter. Je vous propose d'écouter peut-être Claude Bloch pour un petit mot. Claude, j'ai pas dit trop de mal. Parler d'histoire, il faut quand même écouter aussi. J'ai pas dit trop de bêtises. Attends, tu n'as pas ton micro, Claude. Claude, tu n'as pas ton micro. On a fait baver celui-là. Allô? Ouais, ça y est. Vous m'entendez? Ouais. Alors d'abord, je voudrais saluer les Boulonnais de Jérusalem. Je voudrais dire à Rosine que j'étais très impressionné comme historienne. Merci beaucoup. J'ai découvert beaucoup sur Boulogne. Bien que j'y ai vécu, j'ose pas vous dire, je suis arrivé à Boulogne en 1945 comme enfant. Avec ta sœur et ta mère. Donc, j'ai des grands souvenirs. Je ne vais pas rajouter tellement de choses. J'ai une grande fierté d'avoir vécu à Boulogne et d'avoir participé, disons, à l'organisation de la communauté avec beaucoup d'autres. Je crois qu'à Boulogne, il n'y a jamais eu de vraie marloquette. Il n'y a jamais eu de dissension, alors que dans d'autres communautés, à partir de l'année 62, quand sont arrivés nos frères d'Afrique du Nord, il y a eu des problèmes. À Boulogne, il y a eu des discussions de halakha, mais il n'y a jamais eu de marloquette, il n'y a jamais eu de dissension, et je crois que nous pouvons être très fiers de ça. Mais par contre, j'ouvre une petite parenthèse. Un jour, il y a le grand rabbin Sirat qui est venu à Boulogne, et c'est mon ami, le rabbin Sirat. Il était assis à côté de moi, et j'étais très fier de lui montrer Sharit, c'était Ashkenaz, et Arvit et Moussaf, c'était Séfarad, je ne me souviens plus. Et il me dit à l'oreille, je ne sais pas si votre fils est cachère. Alors je suis tombé par terre. Je ne sais pas si votre fils est cachère. Je ne sais pas s'il était cachère, mais en tout cas, il y avait beaucoup d'amour et ça suffisait bien. Rosine a dit énormément de choses. Moi, j'ai que des petits détails. J'ai également connu le fils du Rav Tzurzé, qui a eu une grande importance dans la communauté. Et son fils m'a raconté, le jour de son décès, le convoi est passé devant la synagogue et le convoi s'est arrêté. Il est tombé en panne devant la synagogue pour permettre au rabbin Tzurzé
de profiter encore un peu de la communauté qu'il avait, dans les années 30, qu'il avait animée. On a parlé également des subventions de la mairie. Alors là, j'avais certaines difficultés. Avec le maire, qui était un ministre, c'était Gors, nous sommes devenus également amis, mais au démarrage, ce n'était pas comme ça. Et alors, il nous a donné une petite subvention. Et en tant que secrétaire général, j'ai refusé. J'ai dit, je ne veux pas la subvention. Pourquoi tu ne veux pas la subvention? Mais parce qu'il n'est pas pro-israélien. Donc, je ne veux pas qu'il m'achète ou qu'il nous achète avec... Bon. Alors, Emmerich Cohn-Zal, elle est là, Nettie, et Emmerich Cohn, qui était secrétaire général du consistoire, et Massière, qui était au consistoire central, ils sont venus me voir. Et je n'étais pas grand-chose, j'étais un jeune homme encore peut-être. Bon, ils m'ont dit, je t'en supplie, accepte la subvention de la mairie. On a accepté. Non, je me souviens de ça. Je me souviens, effectivement. Mais on avait trouvé un truc parce qu'on avait pris la subvention pour le centre culturel. Exact. Peut-être que vraiment, je ne sais pas, on est de la famille avec Rosine, donc ça me gêne de la féliciter, mais peut-être il manque un petit point, elle ne pouvait pas tout développer, c'est peut-être la tristesse, tu l'as dit, mais la tristesse après la guerre, la tristesse de cette synagogue. Elle était noire, tu l'as dit, il n'y avait pas de feu, tu l'as dit également, et on ne priait pas à l'intérieur de la synagogue, on priait dans le hall, parce que dans le hall, on avait mis un poêle. Et si vous allez aujourd'hui encore dans la synagogue, du côté de la cour, vous regardez la face de la synagogue, vous verrez encore, il y a la suie, il y a encore le noir de la synagogue. Et ces années-là ont été très, très pénibles parce qu'il y avait effectivement ceux qui ne sont pas rentrés, et puis il y a également ceux qui étaient restés, mais qui étaient restés, qui étaient veufs. Et en particulier, il y a des familles, Rosine a parlé du Ganeski, qui a sa femme et ses enfants, et d'autres comme ça. C'était un moment très pénible. Et au moment, par exemple, de Yizkor, alors on faisait sortir les enfants, mais les orphelins, dont moi d'ailleurs, on restait dans la synagogue, on regardait en haut, il y avait les femmes qui pleuraient. Enfin, c'était un moment pénible pendant des années, et il faut dire que l'arrivée en 62 des Sfardim, ça a donné un élan, ça a beaucoup changé l'image de la communauté. Ils étaient plus gais, ils étaient plus chaleureux. Ils étaient plus français. Religieux, ils étaient plus ferments. Ils venaient, parce qu'il faut savoir que le boulevard Jean Jaurès, qu'on appelait, tu l'as oublié de le dire, non mais je plaisante, boulevard de Jérusalem, tous les magasins à l'époque, tous les magasins étaient des magasins juifs. Exact. Si tu viens maintenant, tu serais étonné parce que partout, il y a des mezuzot. Et ils ne fermaient pas, très rarement ils fermaient le Shabbat. Donc il y avait très peu de monde. Et ensuite, on a eu le bonheur d'avoir les Sfardim qui sont venus, et puis ça a donné un push à la synagogue. Je vais terminer, j'ai plein d'anecdotes. Je vais vous dire, on a effectivement, on a parlé de Madame Waba, et ben, elle est restée dans mon cœur. Monsieur et Madame Waba, ils ont été les gardiens de la synagogue et plus que les gardiens. Alors, un jour, Madame Waba me dit, ça c'est très intéressant, ça va vous faire rire. Elle me dit, Monsieur Bloch, il y a un miracle, il y a une source dans la cour de la choule. Miraculeuse. Alors, on allait regarder l'eau sortir, ça nous a coûté 2 millions d'anciens dollars. Mais ça nous a permis de commencer un peu des travaux. La souka aussi, c'était une expérience. La souka, elle était toute petite, elle était là où il y a l'entrée de chez Muriel. Il pleuvait. Alors, il y avait la toile en plastique.
Alors, eux, ils mangeaient d'abord. Après, on enlevait la plastique parce qu'il continuait à pleuvoir. Et puis, nous, voilà. Je voudrais, on a oublié également le rabbin Choukroun qui a beaucoup marqué la communauté. Il y a le péril. On l'a pas oublié, on l'a pas oublié. On l'a pas oublié. J'ai dit que ce n'était pas un annuaire. Alors, sachez quand même qu'on a fait, Claude, on a fait pour le 100e anniversaire de la synagogue, puisqu'on avait fait beaucoup de choses. On a des enregistrements qui sont toujours, que vous trouvez toujours, dont toi d'ailleurs, Claude, sur Internet, de gens qui racontent effectivement, dont le rabbin Stourzé, le fils, qui avait raconté son père, qui avait raconté, c'est passionnant. Donc, si vous voulez, en plus de la conférence de Rosine, si vous voulez des moments d'histoire de la communauté de Boulogne, sachez qu'ils sont enregistrés, qu'ils sont sur le net et qu'ils racontent comme ça l'histoire de Boulogne pour ses 100 ans. C'était absolument passionnant. Je termine, Robert, sur le rabbin Choukroun. Quand il a pris sa retraite, on cherchait des jeunes rabbins. Bon, il y a 2, 3 qui sont venus. Et il y en a un qui nous plaisait bien, mais où vais-je habiter? Alors on lui a dit, on t'a trouvé un appartement, on vous a trouvé un appartement à un quart d'heure d'ici. Un quart d'heure, mais c'est beaucoup trop loin. Le rabbin Choukroun, d'ici les Moulineaux. D'ici les Moulineaux, aller-retour. 2 fois, il faisait à peu près 12 à 15 km par jour. Et je termine par le rabbin Choukroun. Il était là depuis 1 mois. Il n'y avait pas de chauffage, Rosine, mais il y avait un chauffage qui démarrait quand même avec un bruit terrible. Alors on l'entendait. Alors on arrive le Shabbat matin, un grand silence. Donc on avait oublié de mettre le chauffage. Et puis au début de la prière, brum, le chauffage démarre. Donc le rabbin Choukroun, il a compris, il y en a un qui avait dû bouger. Alors, il ne dit pas un mot, il met son manteau, il met son chapeau, il s'en va. Je voulais vous le dire. Et je termine en disant que j'ai eu beaucoup de plaisir à vivre à Boulogne. J'ai beaucoup de plaisir à vivre à Jérusalem. Et quand on entend les nouvelles de ce qui se passe en France, sans faire de sionisme, Nettie, tu m'as déjà reproché il y a 30 ans, je ne suis pas un prophète, mais si vous pouvez faire votre alia, si vous pouvez la faire, malgré la très belle communauté de Boulogne, on y est heureux, mais si vous pouvez venir, ça nous fera plaisir et surtout ça vous fera plaisir à vous. Je vous embrasse parce que je vous aime. Merci Claude. Je vais juste dire un mot. Tu sais ce que dans les instances officielles on dit de la communauté de Boulogne, on a commencé il y a 30 ans, qu'on est une des premières communautés où nos enfants sont partis en Israël. On était des parents abandonnés. Et je crois qu'on est aujourd'hui parmi les communautés, c'est très dur à vivre pour ceux qui sont ici, mais le lien avec Israël, il est franchement permanent. On ne peut pas dire autre chose de la communauté de Boulogne. Alors maintenant, personne ne m'a dit l'adresse du futur centre communautaire. Rue Barthélemy d'Anjou, mais au coin de la rue Marcel Dassault. Ben, il faut un joli nom. C'est bon, vous pouvez prendre l'avion après et venir, c'est parfait. Ben voilà, avec Marcel Dassault, c'est parfait. Comment tu as dit, Barthélemy? Barthélemy d'Anjou et Marcel Dassault, mais l'entrée officielle, elle est au 96 rue Barthélemy d'Anjou. Il va bien falloir qu'on mette un nom hébraïque là-dessus. Le temps est long depuis parce le temps Barthélemy, négocier des subventions avec la mairie. Maintenant, on parle de changer de nom de rue. Monsieur le rabbin Touitou, peut-être un mot avant qu'on conclue cette soirée qui est passionnante. Je voulais, encore une fois, après la réunion en présence du grand rabbin de France, de Chaim Corsia, dire la même chose à Rosine. Grâce à vous, j'ai un plaisir énorme à revoir tellement de personnes que je connais, que nous connaissons, mon épouse et moi, que nous aimons, que nous revoyons avec autant de plaisir, et à la fois exprimer ce bonheur-là d'être avec vous, et puis une fois de plus, même si entre la première fois ou la deuxième ou la 10e fois et aujourd'hui, c'est passé 15 ans ou 17 ans, dire bravo à Rosine pour ses connaissances extraordinaires. Ça me rappelle
Quand on se rencontrait rue de Paris avec Rosine ou n'importe où, on savait quand on commençait, mais on ne savait pas quand on allait s'arrêter. Hein. On ne savait pas. J'ai aussi beaucoup travaillé l'histoire de France, l'histoire juive en France. Donc, c'était des moments extraordinaires. Et tu sais de quoi je me rappelle, Rosine? Je me rappelle du jour, le Kippour, où à la fin de l'office, tu m'attendais et tu m'as dit, monsieur le rabbin, je voudrais vous féliciter. Je dis, de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je voudrais vous féliciter parce que vous avez fait un kol nidré comme j'ai entendu dans mon enfance, Ashkenaz. Tu te rappelles ou pas? Et parce que c'était mon plaisir de faire en sorte que tous les gens dans la synagogue s'y retrouvent. À certains moments, grâce à Alain Cernès, on a fait un travail fou avec des intercalaires. Et aujourd'hui, il y a des offices. Carrément, il y a un office Farad, un office Ashkenaz, même plus, hein, évidemment. Mais il y a les deux. Mais je regrette un peu, en tout cas, c'est un bien grand mot, mais c'est une réalité. Cet aspect où on est tous là, il n'y a pas une place dans la synagogue, ça déborde. Et dans cette communauté, vous avez des Sfaradim, des Ashkenazim, heureux de prier ensemble pendant le Moussaf de Kippour et pendant le Shacharit de Kippour. On a les intercalaires, Alain Cernès à côté de moi, et on faisait un office que moi, je ne suis pas prêt d'oublier. Voilà, donc encore une fois, un grand merci à Rosine et bonne soirée à tous. Je dois dire que... Justement, pour terminer notre soirée, vous dire quand même, et avant de passer la parole au rabbin Kassabi, que cette habitude qui avait été prise à Boulogne, qu'un des 3 kol nidré soit fait en Ashkenaz, est maintenue par notre rabbin chaque année, et que c'est aussi ça, Boulogne, c'est effectivement le fait que chacun qui est dans la synagogue puisse avoir le son qui lui correspond, du judaïsme qui lui correspond, et c'est à ça qu'on travaille énormément en permanence pour la communauté. Sans vous en dire plus longtemps, je laisse la parole au rabbin Kassabi pour clôturer notre soirée. Merci, merci Robert. Ma chère Rosine, je voudrais vraiment vous remercier parce que c'était passionnant de voir cette présentation de la communauté et vous le faisiez avec tellement de générosité, tellement d'amour. On voit que voilà, c'était pas simplement une simple conférence ce soir et je pense qu'on l'a tous ressenti et on se sent tous concernés d'ailleurs parce qu'on entend bien, chacun veut rajouter un petit mot, un vécu, quelque chose qu'il a partagé dans cette communauté. Donc Rosine, merci beaucoup. Et finalement, on s'aperçoit parce qu'on a effectivement, comme Robert le dit, on a besoin de connaître notre passé pour comprendre exactement ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous voulons pour demain, parce que lorsque l'on dit que notre communauté est magnifique et que Baruch Hashem, effectivement, elle est réputée au sein de toutes les communautés françaises comme étant rayonnante, active, etc. En fait, je pense tout simplement à cette phrase de nos Chachamim qui, dans l'Agmara, nous disent que quand toi, tu penses que tu es un géant, sache qu'en réalité, tu n'es pas un géant. Tu es un nain posé sur les épaules de géants. Et ça, c'est exactement ça. Ce que vous avez fait comprendre, c'est que Kol Maaseh Marshava Techila, en fait, c'est exactement ça. C'est que ce qu'on connaît, nous, aujourd'hui, c'est que la Marshava, la pensée de ceux qui sont à l'origine de notre communauté, ceux qui ont fait grandir notre communauté période par période, année par année, eh bien, c'est exactement ça que l'on récolte aujourd'hui. Donc, si on a le privilège de récolter des fruits magnifiques, c'est parce que ceux qui ont planté les fruits avaient déjà une pensée qui était absolument splendide, elle était noble, elle était communautaire, elle était tournée vers Israël, elle était tournée vers chacun d'entre nous. Eh bien, c'est exactement ça qu'on est en train de récolter. Et je terminerai juste par un enseignement, parce que je pensais, en vous voyant nous faire cette fameuse histoire de notre communauté, je voulais juste vous retransmettre un message un des grands messages que j'avais entendu de notre ami Eli Bodbol, qui nous disait que lorsque l'on raconte une histoire, c'est bien évidemment les sapers. Les sapers en hébreu, c'est un sipour. C'est un sipour, mais le sipour, l'histoire n'a d'intérêt que s'il est comme un saphir. Le saphir, c'est quelque chose qui illumine. Et donc, le passé vient illuminer notre présent et notre avenir parce que c'est à la lueur de notre passé que l'on peut véritablement comprendre ce que nous sommes et ce que nous voulons pour notre avenir, notre belle communauté Baruch Hashem. En tout cas, encore une fois, merci Rosine, merci à vous tous d'avoir participé. Je salue bien évidemment les rabbins qui étaient avec nous, le rabbin Atia, le rabbin Twitou, parce que finalement, c'est main dans la main, les présidents, les rabbins, les fidèles, tout le monde ensemble. C'est tout cela qui fait notre belle communauté aujourd'hui. Et donc, voilà, merci pour cette magnifique soirée que vous nous avez permis de vivre ce soir.